72? 83. Non, mais ça existait déjà, oui. De 70 à 72, oui. Oui, donc prévoyait déjà le fait que lorsque vous êtes appelé à intervenir, logiquement, il faut que vous ayez des objectifs d'intervention. Hein? Bon, ça, on comprend ça. Donc, effectivement, vous devez, sur les notes que vous rédigez et que vous inscrivez dans le dossier, convenir avec la personne auprès de laquelle vous intervenez ou le groupe de personnes, s'il s'agit d'une famille, peu importe, d'objectifs. Donc, il y a une phase évidemment évaluative, il faut diagnostiquer le besoin et tout ça, mais après ça, on arrive avec un plan d'intervention. Donc, le PI, c'est le plan d'intervention que chaque intervenant, technicien ou professionnel, doit normalement consigner au dossier de l'usager, du bénéficiaire, du patient, appelez-le comme vous voulez. Bien sûr, il y a des situations où, à l'interne d'une organisation, il y a plus qu'un intervenant, donc plus qu'une profession concernée. Donc, à ce moment-là, au lieu d'avoir un PI, on a un PII, donc un plan d'intervention interdisciplinaire dont on convient. Donc, ça veut dire qu'il y a discussion entre les professionnels concernés et partage d'objectifs communs. Et ensuite, lorsque plus d'une organisation est concernée, donc par exemple un service de protection de la jeunesse, un service de prévention en première ligne ou une équipe de pédopsychiatrie, à ce moment-là, la loi prévoit qu'il doit y avoir un PSI, donc un plan de service individualisé, où là, les contributions de chacune des organisations et évidemment de chacun des professionnels dans ces organisations vont être précisées. Ça, c'est la loi. Et évidemment, quand l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux inspecte, par exemple, les 43 travailleuses sociales de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on va regarder notamment comment ces personnes tiennent leur dossier. Est-ce qu'elles ont pour chaque usager des objectifs? Bien sûr, si vous voyez quelqu'un ou vous recevez un appel, vous ne faites pas une intervention structurée, à ce moment-là, vous êtes dispensé d'avoir un plan d'intervention si c'est une intervention significative à court et moyen terme qui va conduire à un plan d'intervention. Donc, c'est là l'objectif. Maintenant, on se rend compte que dans bien des organisations, à un moment donné, le Conseil du Trésor a fait une inspection et il y a plein de rapports sur différents types d'établissements et ça variait entre 5, 15, 25, 30% des dossiers où il y avait effectivement un PI selon les besoins. Et il y a des réseaux, celui de la déficience intellectuelle, ou des efforts systématiques de formation des intervenants, parce que les intervenants peuvent très bien, ils devraient, de par leur formation professionnelle, être à l'aise pour faire un PI. Mais quand il s'agit de faire un PSI, ça demande quand même une connaissance des apports possibles des autres organisations et des mécanismes, etc. Et ça, effectivement, c'est à l'employeur, en contexte de travail, d'apporter un perfectionnement continu à son personnel. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une résistance. On trouvait que c'était de la paperasse, de la bureaucratie à faire des PSI. D'ailleurs, vous l'avez constaté à l'examen des plaintes. Et dans le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez vu, on est parvenu à faire en sorte que dans 75% des situations où c'était nécessaire, il y ait un PSI. Et un PSI structuré, signé par le parent ou le jeune. Pourquoi pas 100%? Bien, pour des raisons très simples. Nous travaillons dans des situations complexes où il y a 2 à 3% des clients qui décèdent durant l'intervention parce que ce sont des enfants qui ont des problèmes de santé. Il y a 2 à 3% de la clientèle qui, sur une période de 6 mois ou de 9 mois, déménage. Elle change de territoire. Elle s'en va sur un territoire où il n'y a pas d'équipe coordonnée qui fait ce genre de travail. Donc, on ne peut pas la référer de façon personnalisée à une autre équipe. Il y a des gens qui n'en veulent pas, qui trouvent ça trop compliqué, qui choisissent de ne pas en avoir. Et il y a des situations, à peu près 10 à 15%, où on n'a pas encore tous les tests diagnostiques, toute l'information nécessaire pour arriver à faire le plan et le proposer. On est en négociation, en médiation avec le bénéficiaire ou la famille d'usager. Donc, c'est un processus continu qui roule continuellement. Dans mon service de maintien à domicile, quand je l'ai quitté en 91, 97% des personnes en perte d'autonomie avaient au moins un PI. Et les autres, c'était les situations en cours d'évaluation. Et ça roulait, il y avait des centaines d'usagers. Et tout le monde avait été soutenu pour maîtriser cette pratique. Et reconnaissait que ça les aidait à savoir où ils s'en allaient dans leurs interventions. Voilà. Merci, M. Larivière. Je pense que c'était nécessaire de faire ce cadrage, puisque ce colloque ou ce congrès a pour vision principale le partage d'expérience, transfert de connaissances. Et si vous avez des termes comme ça que
que vous ne connaissez pas, demandez explication, parce que c'est vrai qu'avant toute phase d'évaluation, il y a toute la phase de processus, de méthodologie à mettre en œuvre. Voilà. 14 heures, on reprend le débat. Bon appétit.